Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue dans ce journal hebdomadaire que nous ouvrons avec les femmes de Benno Bokk Yakaar section Thiès qui ont initié une journée de dons, paix et solidarité à la mairie de Thiès pour venir en aide aux nécessiteux en ce mois béni de Ramadan. Fama Aïdara, la chargée de communication des femmes de Benno Bokk Yakaar, est ici au micro de Adiba. Il nous fait l'économie de cette cérémonie. Femmes du Benno Bokk Yakaar, comme à l'accoutumée, organiser des journées religieuses. La Babacar, en ce mois béni de Ramadan, comme à l'accoutumée, les femmes organisaient des journées religieuses et tiraient des billets pour la Mecque. Mais cette fois-ci, avec la pandémie, le Covid-19, nous avons pensé faire autrement. Autrement, c'est créer la solidarité et la paix entre nous. Parce que nul n'est censé ignorer qu'après cette pandémie, il y a eu des impactés dans cette ville, dans ce département. Alors nous avons jugé utile et plus raisonnable d'organiser une journée de solidarité et de paix pour venir en aide à nos sœurs qui sont dans le besoin. Et tout simplement pour notre frère Abdou Mbow. Tout le monde a vu que Abdou ne ménage aucun effort pour aider le président à sortir de certaines difficultés politiques. Il l'a toujours fait, il l'a toujours accompagné. Nous sommes à la quête de l'unité, à la quête de la solidarité. Donc tout ce qui se fera dans l'unité, dans un consensus. Tout, je veux dire tout. Il faut qu'on discute, il faut qu'on partage. Une seule femme députée, une seule au concert, ça vous suffit? Pas de femme maire dans tout le département? Non, pas du tout. Mais nous allons discuter, nous allons échanger pour voir comment il faut régler tous ces problèmes-là et mettre en valeur ces vaillantes femmes. Et nous parlons de la 28e édition de récital de Coran. Le Forum islamique pour la paix a organisé cette cérémonie dont l'objectif est d'encourager les jeunes à la culture islamique. C'était en présence du président de l'Union de la jeunesse musulmane, Serigne Ahmed Saloum Dieng. Écoutons à ce propos Mamadou Dieng, le chargé de communication de l'Union de la jeunesse musulmane. Vous savez que l'année dernière, le concours n'a pas eu lieu pour les raisons que nous connaissons tous. C'est-à-dire que c'est la pandémie qui a tout annulé. Et cette année, on a jugé utile de tenir encore ce forum qui a été un grand succès. Parce que depuis 28 ans, on est en train de faire un concours sur le Saint-Coran qui fait partie des premiers concours dans ce pays. Et c'est l'occasion même de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet événement. En l'occurrence, le Khalife général de Mourides, Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké, et tous les Khalifes généraux du Sénégal. Et aussi son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a apporté tout son soutien à la réussite de cet événement. Donc c'est un concours sous-régional qui regroupe beaucoup de nationalités et qui vient à point nommé parce qu'on a constaté que dans ce pays il y a beaucoup de concours, il y a concours de tous les sports, donc pourquoi pas un concours du Saint-Coran. Et le promoteur Cheikh Ahmed Saloum Dieng, Nassiruddin, qui est un fils de Dara, qui depuis 1993, sous l'égide de Cheikh Mohamed Mourtada, qui est son guide religieux, a commencé cette édition du concours du Saint-Coran et qui est arrivé aujourd'hui à cette 20e édition. Je pense que c'est une note à magnifier. Donc on tire un bilan satisfaisant de cette édition. Celui qui tend la main, c'est quelqu'un qui est dans le besoin. Donc si toutefois les daras sont soutenus, si toutefois les daras sont encadrés, d'une manière ou d'une autre, je pense que cette problématique de la mendicité pourrait être résolue. Et celui qui mendie n'a pas de quoi manger, n'a pas de quoi satisfaire à ses besoins. Même les sérigne dara eux-mêmes, ils font de la mendicité. Mais pour qu'il n'y ait pas de la mendicité, il faudra que l'État apporte son soutien aux daras. Et nous parlons de cette formation de 80 enseignants du département de Thiès en gestion de projets pour la capacitation des éducateurs. Le réseau des enseignants de Thiès, dirigé par Madame Mati Senghor Bey, en collaboration avec le mouvement national pour
la revalorisation de la fonction enseignante a organisé une formation diplômante des enseignants en gestion de projet. La cérémonie de remise des attestations a été présidée par le docteur Souleymane Soumaré, directeur général de l'OFNAC, Mati Senghor, Bey du réseau des enseignants que nous écoutons. Des enseignants de Thiès déplacés wuñu fii lañ toog Thiès mu indil ñu ay formation. Le réseau des enseignants de l'APR ne s'est pas déplacé pour aller vers la formation. Au contraire, c'est l'ONFP qui a fait le déplacement pour former 50 de nos membres. Nous remercions pour cela le directeur et souhaitons une collaboration durable et pérenne. L'enseignant doit être formé en permanence et donc cette formation est une opportunité pour tout le monde. Nous ne ciblons pas seulement les enseignants du réseau, mais tous les enseignants en général. La preuve, le récipiendaire est du parti Réuni. Ce qui importe pour le président de la République, c'est la politique d'inclusion. Il ne s'agit pas de faire la distinction, mais tout le monde est concerné. Parce que le président, li ko ñor nekkul ne na enseignant APR yi rek am formation. Li ko ñor mooy na enseignant yépp am. L'ensemble des acteurs du système éducatif de Thiès étaient en conclave à la mairie de Thiès pour faire le bilan de l'année 2020-2021 et la programmation de 2021. Il était question de faire le diagnostic des forces et des faiblesses du système éducatif. Pape Bab Diassi, l'inspecteur d'académie de Thiès, revient sur les grands axes de la rencontre au micro de Adiba. Donc nous venons de sortir de la revue régionale de Thiès, revue qui a regroupé l'ensemble des acteurs du système éducatif pour un peu faire le bilan de 2020 et la programmation de 2021. Faire le bilan de 2020, cela veut dire faire ressortir les forces et les faiblesses du système éducatif et effectivement faire des recommandations, partager également les défis persistants en vue de faire une planification pour 2021. Nous sortons donc satisfaits de cette revue et donc nous remercions véritablement l'ensemble des acteurs du système éducatif, monsieur le gouverneur de la région, les préfets, les autorités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, les chefs d'établissement, les enseignants, véritablement pour la réussite de cette activité qui est importante, n'est-ce pas, dans le pilotage du système éducatif régional. Il y a eu quand même des forces, n'est-ce pas, notamment la hausse des taux au niveau des résultats scolaires. C'est vrai qu'il y a eu des faiblesses quand même, notamment au niveau du préscolaire, qui est un sous-secteur qu'il nous faut encore travailler pour améliorer véritablement non seulement les conditions de travail dans ce sous-secteur, mais la formation des enseignants. Au niveau des autres sous-secteurs, on en parlait effectivement du déficit de tablement, on en parlait aussi un peu quelque part de gap en personnel, mais ça, j'ai dit que le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre du recrutement des 5000 enseignants, a pensé mettre à disposition de l'Académie de Thiès des enseignants qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de résorber ce gap qui ne nous empêche pas véritablement de fonctionner pour le moment. Et nous parlons de cette visite du directeur des constructions de l'université Iba Der Thiam de Thiès, Cheikh Ahmadou Bamba Fall, le directeur des équipements au ministère de l'Enseignement supérieur, à la recherche et de l'innovation, sur instruction du ministre Cheikh Oumar Anne, a lancé le redémarrage des chantiers de l'université, surtout pour ce qui concerne les laboratoires sur un délai de 6 mois pour la livraison de ces travaux. Cheikh Ahmadou Bamba Fall, que nous écoutons, à ce propos, il nous fait ici l'économie de cette visite du directeur de l'urbanisme. Nous sommes aujourd'hui à Thiès pour une visite des chantiers, surtout les laboratoires. Nous avons résilié des contrats que nous avons remis à d'autres entrepreneurs. Vous savez que les entreprises ont démarré timidement, raison pour laquelle le délai d'exécution des travaux est fixé pour 6 mois.
Nous en avons profité aussi pour faire un tour à l'école polytechnique de Thiès pour constater le degré d'avancement des travaux. Cette piscine que nous avons tant aimée car nous étions des bénéficiaires comme étudiants. En tout cas, le ministre nous a donné des instructions très fermes. Donc, nous devons presser le pas pour la concrétisation des travaux. À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, les journalistes de Thiès, à l'instar de leurs collègues des autres régions, ont tenu un sitting devant la gouvernance de Thiès pour dénoncer les mauvaises conditions de travail des acteurs de la presse. Khady Youm, présidente de l'association de la presse thiessoise, porte leur parole. Nous n'allons pas, monsieur le gouverneur, vous rappeler tous les principes qui fondent dans notre République la place privilégiée que l'on accorde à la presse. Mais allons insister sur les droits et privilèges que l'article 8 de notre Constitution accorde aux citoyens. Permettez, monsieur le gouverneur, juste que nous vous en citons deux. Le droit des Sénégalais à disposer d'une information et la liberté syndicale. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, la Convention des jeunes reporters du Sénégal, section Thiès, l'Association de la presse locale, APL, le SYNPICS, entre autres, tous regroupés dans la coordination des associations de la presse, vous témoignent leur reconnaissance pour avoir accepté de les recevoir. Merci, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, cette forte mobilisation traduit notre engagement pour défendre la liberté de la presse qui est bafouée. Une liberté bafouée, je le répète. Les jeunes reporters vivent le calvaire. Ils sont abandonnés à leur sort. Et les correspondants régionaux que nous sommes sont les principales victimes de cette précarité ambiante. La fin de cette précarité est la négligence dont sont victimes les correspondants dans les régions. Nous exigeons une véritable prise en charge au niveau salarial et social pour les correspondants. Nous interpellons également les patrons de presse à se conformer à la convention collective. Il faut que ça cesse. Le commandant des eaux et forêts du secteur de Thiès est monté au créneau pour balayer d'un revers de main l'accusation des activistes sur l'abattage des caïcédras centenaires qui jaugent les avenues de la ville de Thiès. Selon lui, c'est la mairie qui a constaté le danger de certains de ces arbres et autorise leur abattage. Le commandant Daouda Ndiogou que nous écoutons à ce propos. Donc en 2021, on a au niveau de Thiès un peuplement de Khaya qui est séculaire et sénile. Donc qui constitue à certains endroits de la ville un danger réel pour les populations. Parce que menaçant ruine à tout moment. Donc ça veut dire que les Khaya sénégalensis aujourd'hui peuvent tomber sous les individus à tout moment. Donc pour éviter de tels fléaux, les populations prennent les précautions nécessaires en faisant des demandes d'élagage ou bien des demandes d'abattage. Il est opportun de noter que à chaque fois qu'on donne une autorisation d'abattage ou d'élagage, le but c'est de protéger l'être humain. C'est l'être humain qui constitue l'alpha et l'oméga d'une gestion durable des ressources. C'est l'être humain qui est à la base de la réalisation de ce peuplement. Donc il est important de le protéger. Nous ne donnons pas des autorisations tout azimut. Nous donnons une autorisation pour un but bien déterminé, protéger l'être humain. Par exemple, à titre d'exemple, en 2019, un drame s'est survenu à Thiès. Une dame a perdu la vue uniquement par la chute d'un khaya déraciné. Donc, pour éviter de tels pas, nous prenons l'ensemble des dispositions pour éviter que de tels cas se reproduisent. Je le dis tantôt,
Le peuplement de Khaya est vieillissant. Il faut nécessairement reconstituer ce peuplement. C'est pourquoi on a mis en place, on a porté sur les ponts bâtiments un vaste programme de reboisement de l'ensemble de la ville de Thiès. Et nous parlons de ce travail des maçons pendant le Ramadan qui est un véritable parcours du combattant. L'effort fourni augmente la déshydratation et l'impression de faim intenable ressentie à un certain moment de la journée. Comment les acteurs de ces travaux pénibles vivent le mois de Ramadan? Le reportage de nos confrères qui sont descendus sur le terrain pour en savoir un peu plus. Nous écoutons le reportage avec ce micro-trottoir concocté par nos reporters. On le vit difficilement, c'est évident. Il n'y a pas plus difficile de jeûner et de s'exposer au soleil, surtout quand on doit faire un travail pénible. Mais on rend grâce à Dieu. Par contre, rien n'a changé sur ce qui concerne notre emploi du temps. Ça dépend juste de la programmation du travail, surtout pour ce qui concerne les carreaux. Il n'y a que la faim et la soif qui nous fatiguent, mais c'est la volonté divine et on l'accepte. Oui, nous vivons le Ramadan comme les jours d'avant, sauf qu'on arrive plus tôt au travail pour descendre un peu plus tôt. Mais on respecte le nombre d'heures de travail. Par exemple, si avant tu venais à 9h, tu viens à 7h du matin pendant le Ramadan. Mais on est habitué, même si c'est difficile. Certains font monter le sable, les maçons s'occupent du reste, on utilise juste notre esprit. On a l'habitude, tu peux travailler dans un chantier où tu n'as rien à manger et tu fais avec, jusqu'à la descente, ce qui nous a endurcis. La faim est devenue un partenaire. Des pauses, on n'en a que les vendredis à l'heure de la prière du Juma. Sinon, on travaille sans répit jusqu'à la fin de la journée. Et nous parlons de la rubrique santé qui va aujourd'hui nous parler de comment éviter le ballonnement qui peut être très gênant pendant cette période d'abstinence. Voici quelques mesures à prendre pour adopter une bonne hygiène de vie. Rubrique santé, c'est avec notre consoeur Rokhaya Dabambeng. Pendant le Ramadan, beaucoup de gens vivent les ballonnements. Une chose toute simple pour ne plus avoir de ballonnement est de manger doucement. Prendre le temps de bien mâcher et privilégier les repas simples et légers pourra vous aider. Marcher un quart d'heure après la prise de repas est aussi une bonne solution puisque cela aide à la digestion. Le meilleur ami du ballonnement est le chewing-gum. Il faut donc éviter d'en mastiquer le plus possible afin de remplir son estomac et ses intestins de gaz. Et comme la constipation est un mal qui favorise les ballonnements, il vous faut traiter celui-ci en premier. Mais attention, ne prenez pas de laxatifs qui aggravent le problème de gonflement. Mangez des aliments riches en fibres, par exemple les céréales, les légumes secs tels que les lentilles, les haricots, mais aussi les fruits comme la figue, la date, la noix de coco. Pour lutter efficacement contre les ballonnements, les tisanes et autres plantes médicinales peuvent vous apporter une aide précieuse. Par exemple, le fenouil, l'anis vert, le cumin, le thym et le basilic sont à prendre en compte comme antispasmodiques. Ils feront non seulement du bien à votre ventre, mais agrémenteront subtilement vos plats. Et nous parlons de l'actualité nationale, un round-up concocté par notre consoeur Fatou Karagay. Actualité nationale, 3 personnes ont été tuées et 7 autres blessées dans un accident de la route survenu mercredi à Sibassor, près de Kaolack. Il s'agit d'une collision entre un taxi en partenance pour Kaolack, un véhicule particulier immatriculé à 287 BE et une charrette. Les victimes ont été évacuées à l'hôpital régional de Kaolack. Le leader du mouvement FRAPP a été agressé hier par des présumés nervis qui seraient à la solde du maire de Malicounda et par ailleurs directeur du centre des œuvres universitaires de Dakar, Maguette Sène. Guy Marius Sagna était dans le fief de ce dernier pour rencontrer les populations au sujet d'un litige foncier sur 18 hectares de terre.
Le chef de l'État a rappelé hier en Conseil des ministres la nécessité de mettre en place une démarche interministérielle exclusive pour atteindre dans un monde fast-track les objectifs du programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes. Selon les textes, le chef de l'État a demandé ainsi au ministre en charge de l'emploi, de l'économie et du travail d'engager en relation avec les ministres sectoriels les opérations spécifiques relatives au recrutement spécial par département et par commune de 65 000 jeunes ciblés. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, les faits saillants qui ont marqué cette semaine, c'est avec Rokhaya Dabambeng. La Cour pénale internationale CPI a condamné ce jeudi Dominique Ongwen, enfant soldat ougandais devenu un commandant de la brutale rébellion de l'armée de résistance du Seigneur à 25 ans de prison pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Selon l'ONU, la LRA a massacré plus de 100 000 personnes et enlevé 60 000 enfants. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est en déplacement au Liban ce jeudi. Il a commencé ses consultations aujourd'hui même. La France poursuit ses efforts en soutien au pays du Cèdre qui s'enfonce dans une crise économique, sociale et politique d'une gravité inédite. Mais le ministre français des Affaires étrangères est à Beyrouth dans un contexte nouveau, puisque désormais la France sanctionne plusieurs responsables politiques libanais. Le président israélien Reuven Rivlin a donné mercredi 5 mai mandat au chef de l'opposition Yair Lapid de tenter de former le prochain gouvernement après l'échec du premier ministre sortant Benjamin Netanyahou. J'ai parlé avec Yair Lapid et je lui ai dit que je lui accordais le mandat de former le gouvernement, a déclaré Reuven Rivlin lors d'une allocution officielle depuis la présidence à Jérusalem. C'en était tout pour les actualités internationales. Fin à ce journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.